La quotidienne vous est présentée par Microsoft. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, une mère qui ne vous aime pas, ça laisse des plaies qui peuvent mettre longtemps à cautériser. Éric Solal a attendu des années avant de se confier, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes d'histoire aujourd'hui. Et l'actu, c'est la réouverture de Notre-Dame de Paris, mais surtout cette exposition au musée de Cluny intitulée « Faites parler les pierres, sculpture médiévale de Notre-Dame ». Et puis rendez-vous en fin d'émission, comme tous les jeudis, avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste, des chips, mais des chips aromatisés. Attention, danger. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Éric Solal, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, scénariste pour la télévision. Vous avez notamment été rédacteur en chef de Cuisine et Vins de France. Pendant 24 ans, rédacteur en chef adjoint de Marie-Claire. Vous avez aussi, j'arrête après, tenu la rubrique cuisine quotidienne de l'émission Parole d'expert animée par Valérie Expert. Et puis, vous êtes aussi, mais ça va avoir son importance, le fils de Martial Solal, célébrissime pianiste et compositeur. Vous publiez donc chez Robert Laffont Une maman qui ne m'aimait pas. C'est un récit autobiographique écrit tantôt à la première, tantôt à la troisième personne, récit que vous avez quand même attendu longtemps pour écrire. Oui, eh bien, écoutez, malgré mon apparence, je suis un très jeune auteur, voilà, puisque j'ai 72 ans maintenant et que j'ai écrit ça il y a 2 ans. Voilà, et j'ai effectivement attendu. D'abord, il fallait, enfin, je sais pas qu'il fallait, j'ai attendu que ma mère soit décédée. En fait, j'aurais jamais pu écrire ça avant, pendant qu'elle était vivante, et surtout, je n'en aurais même pas eu l'idée. C'est ça qui est encore plus étonnant, car contrairement à ce que me disait ma femme depuis des années, mais tu te rends compte ce que t'as fait ta mère? Ben, non, je me rendais compte de rien. Pour moi, c'était ma mère, c'était mon histoire. Tout ça me paraissait normal. Comme quoi, il faut toujours écouter sa femme. Oui, voilà, oui. Cadeau chéri, c'était pour toi celle-là. Le livre, il s'ouvre sur une absence d'émotion. À un moment où, d'ailleurs, d'une certaine manière, vous essayez de feindre une forme d'émotion en vous disant c'est ce qu'on attend de moi à ce moment-là de l'histoire. Absolument, oui, j'essaye de lui prendre la main, mais alors franchement, ça me paraît... À un moment où elle est, enfin, oui, 3 mois après, elle est morte. Oui, donc, voilà. oui, elle est à l'hôpital, elle est aux urgences, et ça va pas bien, quoi. Et non, j'essaye d'avoir un geste tendre, mais là où j'en suis de ma relation avec elle, c'est fini. Je ne peux plus. Mais elle non plus, d'ailleurs. Je crois qu'elle n'attend rien de moi à ce moment-là. Et à ce moment-là, vous dites je me sens à la fois coupable et pas coupable. Oui, je me sens coupable parce que j'ai une haute idée de la responsabilité et que jusqu'au dernier moment, j'ai essayé de l'accompagner et en même temps, je l'accompagnais d'une manière totalement sans humanité. Je l'accompagnais parce qu'il fallait l'accompagner. À un moment, ce livre, d'ailleurs, je l'avais intitulé « Le devoir d'un fils ». Car pour moi, c'était ça, c'était mon devoir, mais alors je le faisais extraordinairement mal. Mais est-ce que votre devoir, c'est pas aussi de lui offrir en guise de tombeau un mausolée? Parce que vous inventez sa vie, c'est ça qui est incroyable. Je disais en introduction, le livre est écrit à la première et à la troisième personne. Donc, oui. On vous parlez, on vous entend, voilà. Mais il y a beaucoup de moments où vous inventez des scènes. Le premier baiser avec votre père, même la première... Vous pensez que je n'étais pas là, mais je devais être caché quelque part. Vous avez un côté omniscient. En fait, j'ai invité Dieu aujourd'hui, c'est ça? À peu près. Alors effectivement, moi j'avais d'abord appelé ça un roman, mais les éditeurs ont pensé que, puisque c'était quand même à 99% autobiographique et réel, ils ont dit non, c'est un récit. Mais effectivement, je commence le livre en parlant de ma mère depuis ses 10 ans à peu près, dans les années 40. Et effectivement, entre les années 40 et les années 50 où je suis né, ben je n'étais pas là. Alors, je n'ai pas tout inventé car ma mère et ma grand-mère aussi, maternelle, étaient très, très bavardes sur les relations familiales et même des choses que normalement on ne raconte pas aux enfants. D'accord, y compris des scènes un peu olé olé. Oui. Il y en a quelques-unes dans le livre. Eh bien oui, par exemple, que ma grand-mère a toujours... appris à tout le monde que pendant sa nuit de noces, ça avait été 7 fois. Voilà. Donc vous voyez, nul ne l'ignore. C'est quand même pas des choses normalement qu'on apprend de la bouche de sa grand-mère ou de la bouche de sa mère. L'histoire, elle commence dans l'Algérie coloniale, dans une vie bourgeoise et aisée. C'est-à-dire que le premier facteur un peu
on cherche toujours des explications. J'imagine que vous avez passé votre vie à en chercher, que vous en cherchez peut-être toujours. Oui. Mais quand on vous lit, on fait pareil. Et on se dit, il y a quand même un côté, la petite princesse dans le Alger bourgeois des années 40. Exactement, oui. C'était pas de la haute bourgeoisie, c'était de la bourgeoisie moyenne, mais aisée. Et surtout, mon grand-père avait attendu sa fille pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'après les 7 fois de la nuit de noces, je pense qu'il a continué avec autant d'ardeur. Et pendant 10 ans, il ne s'est rien passé. Et donc, il pensait qu'il n'aurait jamais d'enfant. Quand elle est née, évidemment, ça a été une explosion de joie, le cadeau du ciel, etc. Donc, il n'y avait rien de trop beau pour elle. Elle a été, mais archi gâtée. Et elle a pensé, en sortant de sa vie d'enfance pour aller se marier, elle a pensé que ça allait continuer avec son mari et que la vie allait être une fête. On va y venir, évidemment, à son mari juste après. D'un mot encore sur l'atmosphère qui règne dans cet appartement familial à Alger. Chez les Lelouch, c'est le nom de votre de jeune fille de votre mère, chez les Lelouch, la peur est un mode de vie, la méfiance une qualité première. Donc c'est aussi un univers reclus. C'est-à-dire, pour une jeune fille dans ces années-là, il y a deux dangers. D'abord, c'est l'extérieur. L'extérieur parce qu'il y a des hommes, des garçons, et que à cette époque-là, on risque, pour une amourette, on risque de tomber enceinte et d'avoir une vie gâchée, et l'honneur d'une famille aussi. Et puis, il y a le fait que ce soit des Français dans un monde arabe et où tout le monde ne s'entend pas forcément... Enfin, disons qu'il y a des craintes. Voilà. Il y a des craintes envers les gens, les autochtones. Voilà. Tout ça, c'est pour reposer juste comme ça ce motif récurrent de cette enfance, à la fois protégée, choyée, et en même temps un peu recluse. Alger, cadre aussi très nostalgique, ambivalent, qui a quelque chose du paradis perdu, quand il faut le quitter. Mais votre histoire à vous, alors elle commence au moment où votre futur père tombe amoureux de votre future mère, si je puis dire, et ça commence comme une histoire de gamin. Oui, en fait, mon père était amoureux de l'amour. À l'époque, il voulait absolument être amoureux, tomber, se marier et vivre une vie d'amour fou. Donc, il s'est mis à son balcon et la première femme qu'il a vue, enfin, femme même pas, jeune fille, il l'a vue de... 18 ans à l'époque, même pas. Enfin, voilà. Oui, elle, je crois que la première fois qu'il l'a regardée, elle en avait 12, même, c'est pour vous dire. Et c'était où? C'était le balcon d'en face. Voilà, ils étaient tous les deux avenue de la Marne. Il y en avait une au 31, l'autre au 16. Donc voilà, on regarde comme ça. Ah, tiens, celle-là, pas mal, ok. Donc voilà, ça va devenir ma femme. Et ce père, c'est Martial Solal, qui n'est pas encore l'immense artiste, pianiste et compositeur de jazz qu'il a été par la suite, mais qui déjà est un petit génie local, parce qu'on s'est quand même rendu compte que c'est un pianiste de très haut niveau. Il est globalement absent du livre, votre père, mais en même temps, à vous lire, il n'est pas super présent comme père non plus. Mais lui... c'est pas un papa qui s'est pas occupé de moi, le livre. C'est une maman qui ne m'aimait pas. Oui, mais... Vous lui en voulez pas. Alors, mais en écrivant le livre, je pense que j'ai compris pourquoi je ne lui en voulais pas. Et en fait, non seulement je ne lui en voulais pas, mais toute ma vie, comme vous avez pu le lire aussi après, pendant les concerts, par exemple, je me suis senti responsable de lui, je voulais le protéger. J'ai toujours eu peur qu'il lui arrive quelque chose quand il était sur scène. Et qu'est-ce que je pouvais faire, moi, comme petit garçon, pour protéger mon père? Rien. Mais pourquoi? Parce que la scène originale, la scène qui est le fondement de toute ma vie, c'est mon père. C'est ma mère qui hurle dans la chambre. Je ne sais évidemment pas pourquoi. J'ai reconstitué la scène parce que par rapport à ce qui s'est passé ensuite, ça pouvait guère être autre chose. Et puis il y a mon père qui éclate en sanglots et qui se jette sur le lit. Voilà. Les pleurs du père, et ça revient comme un motif, c'est un des leitmotifs du bouquin, effectivement. Parce que pourtant, après, c'est pas le mari idéal. Non. Et notamment, il va quitter... il va quitter votre mère. Enfin, il ne la quitte pas. C'est elle qui le met dehors. Oui. Mais enfin, elle a des motifs. Il a un peu cherché. Il a des motifs. Oui. Je n'étais qu'un rappel vivant de tout ce qu'elle détestait, écrit Éric Solal dans Une maman qui ne m'aimait pas. Le L, c'est évidemment sa maman. Ça vient de sortir, c'est chez Robert Laffont. On retrouve Éric Solal juste après l'Anti-Sèche.
Et l'anti-sèche du jour, c'est avec Guillaume Buan. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ravi de vous retrouver. Le week-end dernier, la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui l'ignore, a ouvert ses portes, 5 ans après le terrible incendie qui l'avait dévasté. Mais pour l'occasion, c'est pas à Notre-Dame que vous nous emmenez, mais tout près de Notre-Dame, au musée de Cluny, à la découverte d'une exposition qui fait tout à fait les liens avec les programmes d'histoire, Faire parler les pierres, sculpture médiévale de Notre-Dame. Oui, c'est effectivement à découvrir en ce moment et sur du long terme. Et vous avez peut-être fait partie des plus de 7 millions de Français qui ont suivi la cérémonie de réouverture. C'était le week-end dernier, un événement avec les cloches qui avaient retenti. On rappelle ce bourdon, ça faisait quand même 5 années. Il y avait les 160 sapeurs-pompiers également, ou encore les bâtisseurs qui ont longuement été applaudis par l'assistance et les dizaines de personnalités qui étaient donc présents. Et puis les 2 premières messes là aussi qui s'étaient tenues donc dimanche dernier. Et ce matin, on vous emmène tout simplement au musée de Cluny, le musée national du Moyen-Âge, puisqu'au 16 jusqu'au 16 mars prochain, vous avez cette exposition autour du décor sculpté médiéval de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les sculptures donc, qui ont donc été conservées au musée et qui pourtant n'avaient pas fait l'objet d'études en fait depuis 1980. Ça faisait donc bien longtemps. L'exposition Faire parler les pierres, sculpture médiévale de Notre-Dame promet donc de renouveler la connaissance sur ces collections en révélant des résultats qui sont donc importants, notamment en termes d'études et de restauration qui ont été menées en 2022. Et c'est pas un hasard si tout ça se passe au musée de Cluny. Non, parce que en fait, c'est le musée tout simplement qui est dédié à Notre-Dame de Paris, la salle Notre-Dame notamment, qui présente les principaux fragments sculptés de la cathédrale qui ont été découverts en 1977 sous un hôtel particulier parisien, dont notamment les célèbres têtes de roi aux côtés des autres pièces qui provenaient notamment de l'édifice, qui ont été conservées, des sculptures qui n'avaient pas été étudiées pendant presque 40 ans, ni même restaurées. Aux œuvres habituelles qui sont présentées tout au long de l'année et des expositions, vous avez aussi d'autres pièces qui n'ont jamais été montrées. Donc vraiment, courez-y. C'est une sélection de fragments qui, là aussi, évoquent les différents corps disparus. Vous voyez toutes ces photos qui apparaissent en même temps. Un événement qui est l'occasion aussi de dévoiler pour la première fois une trentaine de fragments du Jubé des années 1230 qui étaient mis au jour lors de recherches archéologiques. C'était notamment au printemps 2022, donc pas mal de nouveautés. Énormément d'œuvres, je crois 120 environ. Comment ça s'organise? Il y en a plusieurs. Ouais. Il y a un plan, en fait, on va vous le montrer justement. Ce plan, en fait, c'est le plan de la cathédrale. Et en fait, il y a 6 qui appartiennent au décor extérieur et un autre qui appartient au décor intérieur. Vous avez notamment sur la façade occidentale qui a été érigée notamment dans les années 1200-1210 avec là aussi 2 portraits notamment et 2 portails qui sont dédiés à la Vierge Marie, un autre qui est lié au jugement dernier, la galerie des rois. Vous avez des sculptures, vous avez des peintures, vous avez le transept aussi où il y avait 2 autres portails dans les années 1200 une nouvelle fois, puis à l'intérieur là aussi le revers de la cathédrale qui est donc à découvrir avec Adam et Ève. Alors Ève a disparu mais ils ont retrouvé Adam à découvrir bien sûr. Et puis le jubé qui sépare aussi la nef du sanctuaire qui a été érigé toujours dans cette année 1230 à partir notamment du quart du XIIIe siècle et du XIVe siècle. Bref, c'est un gros dispositif qui est mis en place à l'occasion de la réouverture. Il y a d'autres événements aussi, j'avais fouillé, donc n'hésitez pas à regarder. Il y a encore de la disponibilité. Vous avez des visites qui sont guidées. 16,50 € pour les adultes, 6,50 € pour les enfants. Pour les réservations, c'est 1h30 environ la visite. Sinon, c'est une visite libre avec toutes les autres expositions à découvrir. C'est sur le site musée-moyenage.fr pour découvrir tout cela. Voilà, si on n'a pas assez de Notre-Dame ou au flanc, les deux à la fois, parce que c'est vraiment, allez, 10 minutes à pied, peut-être 12. Ah oui, allez-y. Par contre, réservez. En marchant d'abord, il faut réserver. De toute façon, il faut réserver pour Notre-Dame aussi. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette anti-sèche. Je ne ressentais rien, ni amour, ni tendresse, ni compassion, ni pitié, ni empathie. Extrait d'une maman qui ne m'aimait pas. Éric Sola, l'invité du Grand Oral. Il y a d'une certaine manière 2 absents dans le livre, de mon point de vue du moins. Votre père, alors il n'est pas totalement absent, on l'a bien compris, mais on ne le voit pas des masses. Et puis d'une certaine manière, le deuxième, c'est vous, parce que cette mère mal aimante, on comprend qu'elle vous a fait du mal, mais vous avez fait ce choix de décrire, de raconter des scènes, finalement de nous inviter, nous comme lecteurs ou lectrices d'ailleurs, à nous dire si ma mère m'avait fait pareil, ou alors ma mère m'a fait pareil d'ailleurs, bon, enfin bref, qu'est-ce que ça me fait? Mais vous livrez très peu sur finalement vous, en quoi ça vous a travaillé, heurté. Vous trouvez quand même que je me décris comme devenant l'homme invisible. C'est quand même. Je pense que ça définit tout le reste. C'est vrai. Oui, mais il y a une forme d'invisibilisation d'une certaine façon aussi devenu l'homme de votre souffrance. Ouais.
Oui, bah, comme ça, au moins, il n'y a pas trop de pathos. Non, Voilà. absolument. C'est bien, Ça, on ne peut voilà. pas faire ce reproche-là. Est-ce que vous pensez que votre mère, elle n'a jamais été consciente, ne serait-ce que par un tout Non, petit peu de je son pense qu'elle comportement? était persuadée que c'était une excellente mère, qu'elle C'est vrai. s'était dévouée toute sa vie. D'ailleurs, c'est un propos récurrent chez elle, c'est euh, avec tout ce que je me suis sacrifié pour vous. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, en l'occurrence de votre mère. Allez-y. On lit aussi ce portrait d'une femme de la deuxième moitié du XXe siècle, qui, on l'a dit, n'a pas été préparée à autre chose qu'à une vie finalement assez bourgeoise et où on Oui, s'occupe d'elle, et qui quand même par moments se retrouve à faire vendeuse, qui connaît des revers de fortune, et qui, bon an mal an, tient son truc. Elle avait un caractère alors qui lui servait à dire du mal des autres. Non, pas du tout. Non, non, elle n'avait pas un caractère de battante. Non. Non, c'était pas du tout ça. C'était à chaque fois, c'était. Mais elle l'a fait quand même, tout ça. C'est tout ce qui tombe sur les épaules, c'est toute la misère. Le malheur du monde. Oui, Ouais. d'ailleurs, je crois qu'à plusieurs reprises, je la décris en disant que c'est une pleureuse Ouais, c'est vrai. du Moyen-Orient. Oui, Ouais. ouais, comme ça, la misère. Vous lui remettez même l'accent quand vous écrivez. Mais oui, parce que quand en fait, j'avais l'impression de l'entendre et donc je restituais ce que C'est pas j'entendais. des tu, c'est des ti. Oui, Ouais. oui. Qu'est-ce que tu as voilà. Qu'est-ce que tu as Et alors Qu'est-ce que tu as Oui, bien sûr. Oui, c'est plus ma grand-mère en fait qui avait l'accent, mais comme mes grands-parents sont revenus d'Algérie en 62, après évidemment l'accent on l'avait à demeure. Ok, donc je ne plains pas votre mère, quoi qu'il arrive. En revanche, c'est aussi un livre quand même sur le patriarcat et sur les hommes de cette époque-là, et qui n'en sortent pas tout à fait grandis quand même. Oui, c'est vrai, mais c'était ça, c'était l'époque. Et puis, bon, de toute façon, moi, ce livre, c'est sur la relation avec ma mère, parce qu'elle a été quand même moteur dans cette affaire. C'est elle qui a voulu me mettre en pension, c'est elle qui m'a envoyé 6 mois en Algérie. À chaque fois, l'idée, c'était s'en débarrasser. C'est pas Amédée ou comment s'en débarrasser, mais là, c'est Éric ou comment s'en débarrasser. Et voilà, elle a réussi jusqu'à divorcer, et après, elle a complètement fait machine arrière. Elle s'est servie de moi, puis de mes frères et sœurs, comme de paravent pour lui faciliter la vie, parce que elle a réussi à avoir un autre mari, ce qui était sa quête essentielle. Mais alors, très vite, évidemment, le mari devient un poids épouvantable pour Et elle toutes n'en peut sortes plus de non choses. plus, et c'est de nouveau tous les malheurs du monde sur ses Voilà, épaules. et donc elle se sert de ses enfants. Moi, par exemple, elle m'a invité en permanence chez elle pour qu'il n'y ait pas d'intimité avec son mari, le moins possible. Mais ça, c'est une scène complètement hallucinante. Elle vous emmène au resto. Oui, Pas quel âge vous avez, mais 16 ans, 17 oui, ben ans. là, enfin. oui, Et elle fait croire oui, que vous êtes ensemble, en elle fait. laisse croire, Ouais. oui, parce qu'on est assis. Vous savez, les bistrots parisiens, les tables sont très très serrées. Ouais. Il y a à côté de nous un couple qui engage la conversation, et ce couple, on le comprend au fur et à mesure de la conversation, est un couple échangiste. Et donc Et il propose la botte à votre... enfin, il vous la propose d'ailleurs, vous ne comprenez pas très bien. Ils disent qu'on pourrait bien finir la soirée chez eux, ça serait très sympathique. Et ma mère, évidemment, se cabre complètement et on quitte le restaurant en catastrophe. Et moi qui, entre-temps, était quasiment tombé amoureux de la voisine en question. Dites mince. C'est parce que j'étais très jeune. Voilà. Et voilà. Donc, Et elle laisse planer le doute. Au lieu de oui, dire à elle ces laisse gens-là, planer c'est le mon doute, fils. mais elle l'a laissé. Voilà. En fait, elle a laissé planer tous les doutes en ce qui me concerne. Déjà, elle m'a prise pour une fille. Elle voulait m'appeler Elle voulait Brigitte. c'est Brigitte, absolument. Brigitte. J'aurais dû commencer par là, d'ailleurs. Voilà. Après, elle m'a fait passer pour son petit frère. C'est Parce vrai, que c'est vrai. pour draguer les hommes, avoir un fils, c'était pas une affaire à cette époque-là. Après, j'ai été conseiller conjugal. Elle a laissé dire aussi que j'étais le père de ses enfants qu'elle a Mais eu vous la après. laissez jamais tomber. Mais non, je peux pas la laisser tomber. C'est ma maman. Eh ouais, Et c'est elle me l'a assez répété. Une mère, on n'en a qu'une. Alors, faut t'occuper d'elle. Voilà. Il y a quand même quelques personnages lumineux dans le livre qu'on croise. Alors, il y a Joël, Oui, ah ben ça, c'est votre mon femme épouse. à oui. qui vous faites référence également. Les grands-parents aussi. Oui, bah oui, les grands-parents, en fait, ils ont joué le rôle de C'est votre mère, quoi. Oui, c'est ma mère et ça a été mon père aussi, parce que quand ma mère était célibataire entre son divorce et son mariage suivant, eh bien, elle sortait beaucoup et moi, elle m'a complètement zappé. Mais alors, je faisais plus partie de sa vie. D'ailleurs, quand on se parlait, c'était juste pour s'engueuler, c'est tout. Voilà. L'écriture, on présente souvent cela comme une forme de catharsis. Vous vous sentez différent maintenant que le livre a été non seulement écrit, mais qu'il est publié? Mais oui, mais de toute façon, il était
indispensable que je l'écrive. Je n'ai jamais pensé, si j'ai écrit si tardivement, c'est parce que je n'avais jamais pensé auparavant à écrire un livre. J'ai écrit toute ma vie parce que j'écrivais des articles, mais écrire un livre, ça me paraissait quand même d'un autre niveau que d'écrire des articles. Je ne dis pas ça pour vous qui êtes journaliste aussi. Vous ne le dites pas pour vous-même qui êtes journaliste aussi. Et donc, oui, j'ai... Surtout que vous n'êtes pas allé avec le dos de la cuillère, si je puis me permettre. Hein. 400 pages, quand même. 449. Oui, voilà, soyons précis, pardon. Oui, c'était indispensable que j'écrive ce livre, et ça m'est venu vraiment d'un coup. C'est 3 ans après sa mort, alors que je n'avais pas versé une larme non plus au moment de son enterrement. Le besoin s'est fait sentir, et c'est sorti. Tous les jours... J'écrivais des scènes. Au début, je ne savais même pas que j'allais écrire un livre. J'avais besoin d'écrire, c'est tout, voilà. À ma mère, parce que quand même. Oui. Et à Joël, bien sûr, je suis en train de lire la dédicace. Et oui, parce que mine de rien, maintenant, je suis réconcilié. Grâce à ce livre, je suis réconcilié avec ma mère. De toute façon, au fur et à mesure que j'écrivais, je lui trouvais plein d'excuses. Ah bah donc quand je lui cherche des excuses à un moment donné que vous me dites pas du tout, finalement, on est un peu d'accord quand même. Il y a un petit côté. Oui, de toute façon, on a tous. Elle a des raisons. Oui, voilà. elle a des raisons, mais ce qui m'a un peu gêné pendant toute mon enfance, c'est qu'elle ne remette jamais rien en question. Elle avait son plan de bataille, c'était trouver un mari, être une femme à la maison, voilà. Elle s'est employée avec par n'importe quel moyen, il fallait que ça soit comme ça. Bon, elle en a trouvé quelques-uns quand même. C'est un livre sur une mauvaise mère ou c'est aussi un livre sur votre regret à vous, qu'elle n'ait pas compris de son vivant que vous faisiez de votre mieux pour être un bon fils? Parce que purée, vous en faites des efforts, excusez-moi. Hein, oui, mais... de vous le dire comme ça. Non, mais purée, c'est bien choisi. C'était... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les rapatriés d'Algérie disaient « purée de nous autres ». Bah alors. Voilà. Donc, c'est ça. Non, j'ai pas vraiment... Non, être un bon fils, c'était pas mon obsession. C'était juste... le devoir, c'était faire... si le devoir, c'est pas être un bon fils, c'est quoi le devoir, être un bon fils? Oui, mais comme je veux bien que vous répondiez, ça m'intéresse pour moi, là. Non, mais j'espère pour vous aussi. J'ai l'impression de l'avoir fait tellement mal. Si j'avais vraiment été un bon fils, je l'aurais aimé. Or, cette femme, quand on était à la fin de sa vie, c'était la haine qui existait entre nous, et dans un sens comme dans l'autre. Parce que pour elle, j'étais aussi... le fils de ce mari qui l'avait trahi et qui avait été son premier amour, qui avait été fondamental pour elle. Ouais, ça c'était cette citation que je donnais tout à l'heure, je n'étais qu'un rappel vivant de tout ce qu'elle détestait. Exactement. Et c'est le rappel de cela. Oui, et je pense qu'elle a considéré que je l'ai trahi comme... Et alors c'est curieux parce que je l'ai trahi en lui trouvant un logement que j'ai payé avec de l'argent que mon père m'a donné. Non, mais c'est bien ce que je dis, vous êtes un bon fils quand même. Il faut que vous m'écoutiez à un moment donné, ça a pas eu tout. D'accord, okay. Je suis un très bon fils. Votre père... C'est ce que dit ma femme, d'ailleurs. Ah bah alors, voilà, vous voyez, Joël, il est formidable. Bon, Martial, Solal, votre père, vous lui avez fait lire le bouquin. Oui, bien sûr, il l'a lu. Il est plutôt jeune maintenant, hein, mais il est encore en vie. Il a 97 ans, oui, à l'heure qu'il est, il est encore en vie. Oui, mais je pense que malheureusement, on est vraiment au bout du bout. Ouais. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Il fait de la musique, quoi. Voilà, il fait de la musique et il a dit « Ah oui, c'est bien, ça va marcher, ce genre d'histoire, ça va marcher. » Je lui dis « Mais papa, je n'ai pas fait un livre pour que ça marche. Ouais. Qu'est-ce que tu... Il n'y a rien qui te gêne. » Moi, c'était surtout ça dont j'avais peur. J'avais peur parce que je dévoile des choses que je n'ai même pas connues à 100%. Donc... non, il n'a rien dit. Il est resté très discret. Je suis désolé, c'est décevant comme réponse. Non, ça raconte aussi quand même quelque chose de sa présence-absence dans le bouquin. Et de la difficulté d'avoir des relations parents-enfants. Une maman qui ne m'aimait pas, récit, chez Robert Laffont. Elle a aimé qui, votre mère ? Un homme, le seul qui ne l'a pas aimé vraiment, parce que tous les hommes qui l'ont aimé, elle les achetait, c'est voilà. Carmen, en fait, votre mère. Oui, c'est ça. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Exactement. Et si je t'aime, regarde à toi. Voilà. Et celui qui ne l'aimait vraiment pas, qui l'a utilisé lui aussi, qui s'en est servi comme d'une jolie fille, et qui l'a jeté ensuite, c'est celui-là qu'elle a aimé. Ouais. Un peu voyou, ce garçon, mais bon. Voilà. Bon. Éric Solal, merci beaucoup pour le bouquin, évidemment. Une maman qui ne m'aimait pas, toutes les mères ne sont pas des saintes. La mienne, c'était encore pire, c'est chez Robert Laffont, ça vient de sortir. Merci d'avoir partagé également ces moments sur School TV dans la quotidienne.
On va parler d'un sujet qui vous a été cher pendant très longtemps, l'alimentation, la cuisine, et on va le faire avec Sandra Ferreira. Aujourd'hui, elle a choisi de nous parler des chips aromatisés. Ça a l'air très sympa, c'est plus compliqué que ça, mais l'histoire se termine bien comme toujours avec Sandra. Plateau repas. Et sur le plateau repas de Sandra Ferreira, aujourd'hui, des chips et des chips aromatisés. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Moi, je suis sûr que diététicienne comme vous êtes, vous allez quand même nous mettre un petit peu en garde contre ces chips aromatisées. Elles ont la réputation déjà, sans l'être aromatisées, d'être trop grasses, trop sucrées. En quoi le fait d'être aromatisé complique encore le problème? Alors, trop grasse, trop salé, je vous reprends, vous avez dit sucré, mais trop grasse, trop salé, effectivement. Alors, déjà, sachez qu'un quart des chips en vente sont aromatisées et parmi elles, vous verrez, souvent elles affichent une saveur viande. Oui. Alors j'ai trouvé des poulets rôtis, des barbecues, des bolognaises, des cheeseburgers, des chips au rôti braisé, merguez grillé, bacon fumé, chorizo, côte de bœuf grillée. Je sais que vous aimez ça, Emmanuel. J'ai même trouvé des saveurs étonnantes, salsa mangue et cappuccino, des chips au cappuccino. Alors je vous rassure, elles n'existent pas encore en France, mais ça existe. Ça ne saurait peut-être pas tarder malheureusement. Bon, alors, qu'est-ce qui m'embête dans ces chips? C'est que si on tourne, ne serait-ce que là, celle au jambon de pays, on va regarder ce qu'il y a dedans dans la liste des ingrédients. Alors, on a des pommes de terre, de l'huile, du sel, jusque-là, tout va bien, les classiques. Et il va y avoir une base aromatisante qui est arôme naturel. Ah oui, arôme naturel. Paprika fumé en poudre, poivron rouge, paprika en poudre. Exactement. Donc, pas de viande du tout. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a de la viande, mais il n'y en a pas. Donc, les personnes ont peut-être inconsciemment l'impression de manger quelque chose qui contient des protéines, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui est dingue et ce qui est fou, c'est que finalement, si vous êtes végétarien, vous pouvez en manger. Bah oui, puisqu'il n'y a pas de viande, tout simplement. Mais donc, quand il y a écrit, par exemple, jambon braisé ou je ne sais quoi sur un truc dans lequel il n'y a pas de viande, on se fait un petit peu tromper, non? Un petit peu, finalement, les industriels, ils produisent ce goût, une saveur en laboratoire, bien sûr. Ils ont un savoir-faire pour se rapprocher du goût braisé, rôti. C'est une sorte d'imitation. Sachez quand même que quand vous voyez écrit fumé, ils ont quand même utilisé du vrai bois, c'est déjà ça. Attention, j'ai dit tout à l'heure que les végétariens pouvaient en manger. Il y a quand même des chips aromatisés au poulet, par exemple, qui contiennent de la viande. Donc il faut regarder, on fait quand même super attention. Mais finalement, à part ce petit truc de marketing pas forcément très agréable, qui nous trompe un petit peu sur la marchandise, mais bon voilà, il y a d'autres problèmes? Mais oui, alors parlons de santé pure. J'ai la chance, les deux paquets qu'on a ici en plateau ne contiennent pas le glutamate de sodium dont je vais vous parler. C'est un exhausteur de goût, c'est ce qui fait qu'on a envie d'en manger encore et encore. C'est un additif qui est mauvais pour la santé, il peut provoquer des troubles visuels, des maux de tête, des nausées, l'accélération du rythme cardiaque. Super. Sans parler du gras et du sel des chips. Donc les deux cumulés, c'est pas terrible. Moralité, si vous achetez des chips au supermarché, c'est mieux de les prendre nature. Il n'y aura pas de glutamate monosodique. Mais moi, je les préfère aromatisés. Eh bien, vous les faites maison, Emmanuel. Mais oui, vous savez faire ça? Pas du tout. Eh bien, je vous explique. C'est très facile, c'est économique. Vous prenez 3-4 pommes de terre. Vous les coupez finement à la mandoline, 2-3 mm d'épaisseur. Allez, hop, c'est fait. Vous mélangez une cuillère à soupe d'huile, de cassonade, de paprika, un petit peu d'ail. Faites selon vos goûts, effectivement. Vous mettez tout ça, un peu de sel, de poivre. Vous mettez bien à plat sur une plaque, 180 degrés au four. Vous retournez à mi-cuisson et ça y est, vous avez vos chips. Mais génial! Vous pouvez faire à différentes saveurs. Et ça, elles sont saines. Et elles sont saines. Ça, je peux en manger 10 kilos si j'ai envie. Pas 10 kilos parce que c'est quand même toujours un peu plus gras, mais beaucoup moins gras que ça. Donc peut-être pas 10 kilos, mais plus régulièrement. Bon, écoutez, et pourtant vous avez amené des trucs, il y a marqué derrière que c'est un peu écolo, le goût de bien faire. Bon, c'est pas les pires que j'ai emmenés. J'ai pas emmené les pires, effectivement. Si vous les reconnaissez, on a caché la marque, mais si vous les reconnaissez, c'est pas les pires. Mais sinon, on les fait soi-même. Merci beaucoup, chère Sandra, pour ces pique-niques de printemps arrivent. C'était quand même assez un peu important. On va en manger des chips. Merci beaucoup et merci aussi à toute l'équipe de l'émission, au maquillage Julie Horner, Marine Plantec qui est en régie et qui a préparé l'émission, et en régie est avec au son Michael Fristo et Angèle Jean-Rivera à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. La quotidienne vous a été présentée